Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre semaine spéciale afférente au 34e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Jour pour jour, nous en sommes aujourd'hui au mercredi 21 février 1990 pour revenir, pour faire un saut dans le passé. Ravi Napoléon Maforican, le jour 2, le deuxième jour, déjà avait commencé cette question sur la finalité de la conférence nationale, des décisions issues de cette conférence nationale, du statut même de la conférence nationale. Ce mercredi, ça s'est exacerbé et a demandé à ce que, a nécessité que le président Mathieu Kérékou s'invite dans le débat. Dites-nous un peu. Bonsoir, d'abord, je vous salue. Oui, bonsoir bonsoir notre directeur. Oui, non, c'est pas que le deuxième jour, comme je le précisais hier, les deux premiers jours, il ne faut pas les dissocier. Hein, si on veut capter l'image de cette conférence nationale et essayer disons, de séquencer les évolutions. Les deux premiers jours, il ne faut pas les scinder, parce que après l'ouverture, qui est un acte solennel formel, il y a la prise en main de la conférence qui a commencé par échapper au comité préparatoire, qui avait mis tout en œuvre pour la gestion des susceptibilités. Oui. Vous avez vu le discours du président de ce comité, M. Robert Dessous, était un discours à propos. Le discours rédigé à Mathieu Kérékou qu'il a lu était un discours à propos. Donc, on a voulu mettre la conférence à son niveau où chacun doit accompagner le progrès. Le cas de charge, c'est que la conférence devrait déboucher sur la rédaction, sur une charte d'Union nationale. La charte d'Union nationale doit servir de base à la rédaction de la nouvelle constitution. Voilà un peu le cas de charge au départ. Après, les gens qui sont arrivés ne sont pas venus pour valider le cas de charge du PRPB, un parti qui ne dirigeait plus l'État, donc qui n'avait plus de repères. Donc il n'était considéré que comme une sensibilité politique. D'ailleurs, au niveau donc de la désignation des participants, Robert Dessous a dû s'expliquer de la place que les membres que le PPB a. Parce que le PPB ne dirigeant plus l'État est un parti comme tout autre. Mais la constitution étant toujours là, et on ne sait pas. Donc, on n'avait pas encore autorisé la création des partis. Donc, du coup, on est allé chercher l'expression sensibilité politique. Donc, il fallait déposer une demande avec un projet de société, je ne sais pas si c'était ça à l'époque. Bref, mais on était allé à sensibilité politique. Donc le parti de la Révolution populaire du était le seul parti. Mais d'autres pourraient arguer pour dire, mais ce parti même n'existe plus. Parce que de fait, il est plus. On ne connaît pas la nouvelle loi qui n'existe pas d'ailleurs, ne contrôle pas les partis politiques. Mais il se fait que c'est le parti État. Et voilà, je mets l'accent sur ce point parce que après ça aura un peu son incident. Les gens voulaient en découdre avec. On a eu le bureau provisoire, on a eu finalement le bureau, le présidium, et les gens ont commencé maintenant par conceptualiser leur attente. C'est cela qui a fait les deux premières journées et qui va lancer la troisième journée puisque le présidium, Mathieu Kérékou qui suivait les travaux et directement à la radio, M. Robert Dessous a souligné qu'il y avait une retransmission à la télé. Donc, franchement, j'ai la mémoire brouillée en la matière. Je n'ai pas eu le temps de confirmer, mais il l'a dit. Donc, Mathieu Kérékou qui suivait un peu ces travaux a demandé à venir. Le président devait aller vers lui pour comprendre un peu, mais lui m'a dit, je viens vous l'expliquer. Et c'est comme ça que le mercredi 21, ça a été le plat de résistance de la journée, puisque aux environs de 11h, Mathieu Kérékou a fait son entrée dans la salle. C'est là, vous allez le voir en tenue beige. Donc, parce parfois il y a des mélanges de jours au niveau donc des vidéos qui circulent. Donc, à l'ouverture, il était en costume, en noir. En noir, oui. Je pense en noir rayé. Oui. Parce qu'après, à la clôture, c'était pas le même noir. Oui. Donc, il est venu 3 fois. Il est venu le mercredi 21, il est venu le lundi 26 2 fois, et voilà. Donc, et il est venu pour la clôture. Donc voilà un peu cette apparition
sur les lieux. Le président s'est porté vers lui une fois, si je me trompe. Le le prélat, Monseigneur de Souza, est allé vers lui plusieurs fois. Plusieurs fois. Alors voilà un peu. Alors Mathieu Kérékou s'est annoncé, il entre dans la salle. Monseigneur lui fait la synthèse des attentes. Et il a déroulé. Et je pense qu'il devait un peu, disons, disons, voilà, il y a une expression, parce que c'était à l'ouverture, lui, il a suivi les débats, il faut le balayer. Mais je fais qu'on a besoin de lui pour comprendre où ils allaient, quel sera le champ, d'abord quelle est la nature, quelle est la validité de la rencontre, étant donné que la rencontre n'a pas de décret. Et lui-même l'a confirmé, il n'y a pas de décret. Bon, le décret a fini par être signé. Bon, il faut bien qu'on le voit parce qu'il faut savoir les textes que ça a visé, mais ça ne pourrait que viser la Constitution, ou bien les décisions issues de la réunion de 6 et 7 décembre. Donc c'était plutôt un Mathieu Kérékou revanchard. Non, pas revanchard, mais un peu... Soucieux de reprendre la main. Oui, pas revanchard, non, mais plutôt serein. Maintenant dans le jeu, maintenant pouvant dire ce qu'il pensait. Là, les gars devaient lui faire l'écoute. Parce que lui, il a parlé de charte de l'Union nationale. Je suis sûr qu'il n'y croyait pas lui-même, sans doute. Mais là, maintenant, il a la possibilité de... Et il n'a pas boudé son plaisir, c'est ce que je voulais dire. Il n'a pas boudé son plaisir. Il s'est préparé en conséquence. Il avait sa feuille de route, on peut le dire, et il a déroulé. Il a répondu aux questions. Il a répondu aux 3 questions qu'on lui a posées, et mais il a profité pour assurer 1 ou 2 coups et régler un problème, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que lui soit démissionnaire à la fin des travaux. Il a dit, bon, qu'on ne pense pas que le gouvernement soit démissionnaire, mais bon, quand il parlait de gouvernement, il parlait de lui. Et vous avez vu à la fin que le gouvernement a été saccagé. Ce gouvernement n'avait même plus de légitimité. Voire non, disons bon, la légitimité des sujets à problème dès lors que les rues étaient noyées par-ci, par-là. Parce que autant la rue n'est pas un modérateur de légitimité. Autant quand ça noie dans toutes les villes, quand partout c'est bloqué, quand il y a une sorte de... donc on doit pouvoir en tenir compte. Donc c'est pas quand Cotonou se noie seulement qu'on va dire le peuple humain, mais quand toutes les villes sont occupées, là il y a un problème. Et ce jour, je pense que Mathieu Kérékou dit, vous pouvez tout faire, on peut faire même une constitution, chacun, ceux qui ont les listes dans leur poche, donc à les sortir, tout ça on peut le faire. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est que vous pensez qu'à la fin des travaux, que le gouvernement est démissionnaire. Ce qui n'est pas tolérable, c'est que les gens viennent où ils disent démission. On ne va pas démissionner. Donc, vous voyez, en fait, il tenait à son affaire. Il veut reprendre la main par la conférence nationale et avoir où trouver les moyens pour... Donc, mais au même moment, il sait qu'il ne peut plus en imposer aux gens. Alors donc, ce mercredi 21, je pense qu'il est venu vraiment reprendre la main. Et ça lui a marché. Voilà. Voilà. Comme à notre habitude, nous allons vous passer cet élément témoin, bien évidemment, un aperçu de ce qui s'est passé, ce que nous avons pu retrouver. Encore une fois, toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Nous allons vous les proposer et nous allons bien évidemment nous retrouver après pour en tirer, pour en décrypter les quelques pans qu'on aura bien voulu ressortir. Pour des raisons qui ont été évoquées par le camarade Munda et également en considération des assurances solennelles données par le chef de l'État ici même, devant le corps diplomatique et devant la presse internationale, on peut supprimer le premier alinéa de l'article 3. Deuxièmement, à l'alinéa 2, il faut dire créer les bases au lieu de conditions. Troisièmement, le premièrement devient le quatrièmement. Le quatrièmement actuel devient le premièrement. Le deuxièmement devient le premièrement actuel. Le troisièmement est reformulé de la manière suivante: déterminer les modalités pratiques d'élaboration d'une nouvelle constitution. Le quatrièmement devient le troisièmement actuel. Je peux transmettre tout ça. Ensuite, je vais à l'article 10 pour proposer qu'au lieu d'attacher aux relations publiques, on dise plutôt charger les relations avec la presse. Ce n'est pas heureux, ARP, pour une conférence nationale. Je propose ensuite à l'article 16
une fusion avec l'article 18 dont on peut délibérer pour être en droit de se donner toute souveraineté et toute suprématie. Dans une assemblée constituante, dans une assemblée délibérante, il y a un certain nombre de démarches qu'il faut éviter parce que ça peut entraîner des blocages. C'est pourquoi, pour être conforme à la souveraineté que nous devons à tout prix proclamer et dont nous devons nous saisir envers et contre tout, je suggère que l'article 3, alinéa 2, omette purement et simplement tout ce qui a trait au consensus et qu'en conséquence, l'article 11, alinéa 5 et l'article 43 si nous embarrasser. Le mot charte peut avoir plusieurs définitions, dont deux seulement ici nous intéressent. La première définition, c'est que la charte est une constitution octroyée par le souverain et sans l'intervention, octroyée par le souverain au peuple et sans l'intervention de celui-ci. Mais deuxièmement, la charte peut être un organe solennel contenant des dispositions hautement obligatoires s'imposant à ceux qui vont les exécuter. Par exemple, la charte des Nations Unies. Donc, dans le document que nous avons ici, le mot constitution peut être gardé, le mot charte également peut être gardé dans le sens d'une charte à rédiger pour dégager les grandes orientations en matière économique, financière, sociale, s'imposant à l'exécutif en tant qu'administration. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment parce que je n'ai que 2 minutes, on reparlera de la souveraineté après. Pour exprimer effectivement que nous qui sommes ici, n'ayant pas été élus par le peuple, nous ne pouvons pas nous transformer en constituant. Et que le délai imparti pour le travail est peut-être court. Ensuite, sur l'article 43, pour estimer que ceux qui disent qu'il faut s'en tenir au consensus pour prendre les décisions, ceux-là, ils veulent nous bloquer. Je propose que, à défaut de consensus, on passe au vote et que ce soit la volonté saine. Mais, ce que je veux dire d'essentiel, avant de m'asseoir, c'est ceci. C'est une motion de procédure. J'estime que les jeux sont devenus clairs et que, à ce stade de nos travaux, nous devons suspendre les travaux et envoyer une délégation au chef de l'État. Je propose la composition de la délégation. Je propose qu'elle soit constituée par les anciens présidents et le président de notre présidence pour aller demander au chef de l'État de façon claire ce que nous sommes, puisqu'on conteste notre représentativité. Qu'est-ce que nous sommes? Deuxièmement, quel est notre mandat? Si notre mandat est de régime de charte, nous refusons. Nous voulons nous arrêter à la rédaction d'une charte. Donc ça doit être clair. Je pense que vous voulez perdre votre temps à rédiger une quelconque charte pour permettre de donner une nouvelle souveraineté à quelconque gouvernement provisoire. Moi, je pense que je ne voudrais pas continuer à perdre mon temps pour cela. Je voudrais simplement faire observer ceci, que nous sommes, comme on l'a écrit, les forces vives de la nation. Ensuite, que le peuple nous observe. Et en outre, il est clair que lorsqu'un navire est en perdition, écrit SOS, ce sont des personnes étrangères qui lui viennent au secours dans tous les pays du monde. Je voudrais qu'on me dise ici quelle est l'Assemblée constituante élue qui a rédigé la loi fondamentale. Je pense qu'à présent, nous devons nous démarquer clairement, comme l'a dit le camarade Aouyo, passer au vote et nous ériger à l'Assemblée constituante si nous avons la majorité. Je vous remercie. Monsieur Henri, vous avez la parole.
en partie m'inspirer. Mais le constat que j'ai fait ce soir, c'est que la conférence a commencé par changer d'allure parce que les barons du régime actuel sont venus changer le cours de l'histoire. Je pense que si nous devons continuer avec cette allure, il vaut mieux vraiment faire des travaux et se référer à la proposition du camarade Aoyo. J'en ai terminé. Le prochain intervenant, M. Alidou. Merci, Monsieur le Président. À l'article 34 nouveau, on a parlé des articles, mais on n'a cité qu'un article, l'article 29. Alors, il y a lieu de compléter ou d'ajouter article 29 et suivant. Article 43 nouveau. Il est dit à l'alinéa 3 que les votes sont acquis à la majorité des 2 tiers des participants. Je proposerai que les votes soient acquis à la majorité simple. Article 47 nouveau. Au sujet des manquements au règlement intérieur, on a fait état de 5 sanctions. Et la dernière sanction seule, semble-t-il, ne sera prononcée que par le présidium. Tout en étant d'accord avec cette proposition, je pense que la sanction numéro 4 est également assez importante pour que... Pardon, on a dit qu'au niveau de la sanction numéro 5, ce n'est pas le présidium, mais disons, on a dit que c'est par la conférence. Je pense que l'article 4, à la 4e sanction, est également assez important pour que la sanction soit prise par la conférence. Enfin, en ce qui concerne le problème de la souveraineté, j'appuie entièrement l'intervention de M. Bébé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends en compte le point de vue exprimé par M. Moussé, le camarade Ocho, M. Sekou, M. Akosewa et le camarade Biaou pour dire que le problème de souveraineté et le problème de suprématie en tant que tel ne se posent pas et proposer sur la base des arguments développés que le premier alinéa de l'article 3 soit supprimé et prendre en compte les différentes formulations suggérées par ces intervenants, les intervenants cités. Je voudrais dire que c'est la situation nationale qui nous a amenés à convoquer la conférence. Et tout le monde est conscient que les travaux de la conférence doivent pouvoir être pris en compte pour sauver notre peuple. Tout le monde est conscient de cela. Il ne fait aucun doute. Les différentes mesures qui ont été prises progressivement pour arriver au point où nous sommes prouvent bien la bonne volonté à la fois du parti de la Révolution populaire du Bénin et du gouvernement. Ceux-là, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a 4 millions d'individus qui nous attendent, qui au moins ceux-là sont souverains. Et on verra sur le terrain à qui sera la souveraineté en même temps. Au moment où les travailleurs ont faim, les enfants, les élèves, les étudiants sont dans la rue, pourquoi dirais-je donc, pourquoi ceux qui hier ont pillé, volé et violé, pourquoi aujourd'hui ils ont peur de la souveraineté? Je vous pose cette question, c'est la seule. Merci. Professeur Aïe Gabler. Merci.
voudrais intervenir uniquement sur l'article 3 qui m'adresse parfaitement. Je voudrais cependant ajouter au niveau du quatrième point que, à côté des autres considérations culturelles, etc., sociales, qu'il faille faire mention de sanitaire. Parce qu'on dit souvent la santé avant tout, on a oublié la santé depuis hier. Je voudrais aussi dire que je suis très heureux que le monde entier et le peuple béninois nous écoute actuellement. Je suis heureux parce que ce que nous disons nous permet de nous connaître les uns et les autres. Et ma conviction personnelle, c'est que j'ai pitié pour ce peuple. J'ai pitié. Que l'on essaie de codifier au niveau de la conférence une politique économique de notre pays, et il appartiendra au parti au pouvoir de l'améliorer en sa manière. Comme l'a dit le camarade M. Aoulou, qu'on obtienne du président, qu'on devienne assemblée constituante et qu'on livre au peuple un texte qui le produira enfin à la vie que nous souhaitons tous, la vie heureuse du travailleur, du paysan, de tout le monde dans la vie. Je vous remercie. Dans l'allure que prennent les débats dans cette salle, je commence à avoir l'impression également que nous perdons de vue l'importance de la mission qui nous est assignée. En ce sens que, si vraiment nous percevions l'importance de cette mission, je ne pense pas qu'il soit possible d'accepter que nous allons ébaucher l'élaboration d'un projet de constitution ici, en dépit du temps relativement court qui nous est assigné. Alors, j'en appelle au sens de responsabilité de chacun pour qu'il accepte que de cette conférence, nous dégageons une commission, si vous voulez, chargée d'élaborer ce projet de constitution. Et je dis, le travail à faire est d'autant plus important que nous sommes écoutés de tout le monde, c'est très heureux. Ceux qui nous ont mandatés, dans la mesure où nous reconnaissons que nous sommes venus des bases, de diverses bases, nous pensons qu'en venant dans cette salle, nous n'avions pas du tout en tête de venir ébaucher une quelconque élaboration du projet de constitution. Je crois que c'est ça. Et si aujourd'hui, certaines tendances pourra nous faire, si certaines tendances ont l'impression de nous amener à ébaucher un tel travail, cela suppose que quelque chose qui était préconçu, que nous ne sommes pas du tout prêts à accepter. Monsieur Atibé, vous avez la parole. Dès le début de cette séance, j'ai bel et bien l'impression que les instances qui ont pris cette grave décision de convoquer la conférence nationale n'est pas bien perçu ou n'est pas bien imaginé ce qui peut en être les conséquences profondes. Il est difficile de donner la parole au peuple ou à un échantillon de peuple et de l'arrêter dans ce qu'il veut déclarer. C'est là mes inquiétudes et je crains qu'on aboutisse à une impasse avec le blocage économique et de la vie de la nation. Merci beaucoup. Je vais laisser déborder 2 minutes des interventions. Je crois qu'il y a beaucoup de répétitions pour que je prenne la décision de m'en tenir maintenant à 1 minute. À 1 minute. Avec votre permission. Les 3 minutes. Je me contenterai de la minute. Merci beaucoup. Je voudrais dire simplement que depuis hier, j'ai l'impression que nous assistons à une conférence des quiproquos. Quiproquos dû au fait qu'il y a une partie de la conférence qui pense quelque chose d'autre et il y a l'autre partie qui pense également autre chose. Et ce quiproquo essentiel porte sur la mission de la conférence. Nous avons mis dans notre article 1er du règlement intérieur, nous avons fait référence à la décision prise par la session conjointe
j'ai essayé de retrouver le document qui porte le communiqué final de cette session conjointe. Et j'ai beau chercher ce qui peut nous permettre de faire l'enjambement conduisant à des décisions du genre d'une constitution, je me suis trouvé un peu bloqué. Alors, j'aurais voulu, pour ma part, pour qu'on sorte de ce blocage-là, parce que le texte que j'ai devant moi dit ceci, les résultats issus de cette conférence nationale seront exploités pour l'élaboration d'une nouvelle constitution dans laquelle seront garantis les principes ci-après, et c'est lui-même. Pour qu'on sorte de ce blocage, j'adhère entièrement à la proposition de M. Aoyo, une délégation rencontre du chef de l'État pour clarifier cette question-là une bonne fois pour toutes. Quelle est la mission de la conférence? Je vous remercie. Conférence qui n'ont guère abouti. J'en appelle à la conscience de chacun et de tous pour que cette peur disparaisse, afin de donner une satisfaction actuelle à notre laborieux peuple qui a besoin d'un résultat positif de cette conférence nationale. Il y va du devenir de notre pays. Une fois de plus, Monsieur le Président, je proposerai qu'il soit confié à une commission dégagée de cette conférence nationale qui rédigera une constitution à soumettre au suffrage universel. Et on en aura tenu. Merci. La liste des intervenants est terminée. Je crois que nous pourrons passer la parole au professeur Maurice Blélé. Si vous le voulez bien. J'ai le regret de ne pas prolonger la liste en acceptant ceux qui se sont fait inscrire après les autres en m'envoyant de vous le papier. Oui, la liste a été très longue et il est 22 heures passées. Qu'il veuille bien m'excuser. Après que l'Assemblée a aussi automatique son acte. Bon, merci. Alors, le professeur Blélé a la parole. Je remercie M. le Président. Hier, nous avons eu des débats ici et à la fin du débat, on m'a demandé, avec un groupe de collègues, d'essayer de faire une synthèse des idées qui ont été reçues. Aussi, j'ai été surpris de voir tous certains, dans leur intervention, et puis de voir trouver dans le texte qui a été présenté ce matin des idées qui seraient étrangères aux discussions d'hier. L'idée de souveraineté a été très bien discutée et il était particulièrement retenu ceci. La conférence devra décider de la souveraineté de la conférence. Je n'ai pas inventé, et comme je ne suis pas métier, juriste, je garde les mots sont là. C'est celle qui a fait cette proposition, se trouve actuellement dans la salle et puis certainement à la tribune. De même, lorsqu'on a dit, après il avec au lendemain de la conférence, nous n'avons fait que refléter ces idées-là. Cela dit, il y a une ratio juriste, il y a une rationalité dans le droit. On nous dit ici de définir le système des partis. On nous dit de définir le principe de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et à l'article 23, dans sa commission préparatoire qui a fait très bon travail, qui nous propose une commission d'orientation politique, une commission sur la vie constitutionnelle, institutionnelle et le système des partis, une commission des droits de l'homme, de la liberté publique et la justice. En juriste que je suis, il s'agit là d'éléments d'une constitution. Et si ces commissions-là travaillent, leurs éléments, les éléments qu'ils auront produits
peuvent servir d'éléments à l'élaboration d'un projet de constitution. Et faisant cela, étant donné que même aujourd'hui, il ne faut pas se cacher pour voir la face, nous ne sommes pas en mesure de tenir une constituante. Il n'y en a pas une seule dans l'histoire de notre pays. Je suis bien placé pour le dire puisque j'ai écrit l'histoire contemporaine de notre pays. Qui a rédigé la Constitution de 1964? Nous étions en 1911. Qui a rédigé la Constitution de 1972? Je demanderai à mon ami le doyen de Sous-Robert. La Constitution de 1977, la loi fondamentale. Quelle est la Constitution qu'il a élaborée et qu'il a adoptée au référendum 112? Donc on ne parle pas de Constitution comme procédure dilatoire. Aujourd'hui, notre conférence que nous tenons ici est payée non par notre budget, mais par l'extérieur et aux conditions que certains savent. Alors soyons des réalistes. En tout cas, le président, j'ai reçu une invitation qui a été adressée à mon patron, le directeur général de l'UNESCO, participer à la conférence nationale pour le renouveau démocratique et la rédaction éventuelle d'une constitution. J'ai le texte sous la main. J'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le chef de l'État en début janvier. Donc, peut-être que les instructions ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres ici. Je terminerai, M. le Président, en disant ceci. Si l'on est d'accord sur le principe, il convient de définir la portée et les limites des travaux de cette Constitution. Le reste est une question de formulation. Et les textes qui ont été produits 7 ans dernier dans ce pays nous prouvent encore que l'école ancienne a formé de bons cadres qui savent encore tenir la plume. Et dans cette salle, nous pouvons reformuler les textes qu'on a proposés. Trouver le dénominateur commun, l'essentiel qu'on soit d'accord sur les limites, la portée et l'impact des travaux que nous allons faire ici. Cela est très important. Enfin, il était dit qu'il y aura une déclaration spécifique sur la portée de notre réunion. Certains ont eu la tentation de parler d'une convention nationale. Je n'en arriverai pas là. L'essentiel, c'est que nous discutions tel que proposé par la commission. Là, il ne faut pas oublier que cet ordre du jour modifié est celui proposé par le comité préparatoire. Ce n'est pas notre invention. Et par conséquent, si ce comité a pu présenter cela, c'est certainement fort des instructions reçues du chef de l'État ou des autorités politiques en place. Alors de grâce, ne perdons plus de temps, trouvons une formulation et des propositions ont été faites qui nous permettent d'avancer et d'aborder les vrais problèmes de bonne foi dans le souci de la vérité et du respect des uns des autres, sans se traiter des arrière-pensées. Je vous remercie. Monsieur le Président, mon intervention peut faire finir. Nous vous demandons de suspendre les travaux, de vous donner 15 minutes pour vous concerter entre. Deuxième chose, Maître Kossou a demandé la parole pour une information. Alors, je lui donne la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord, sur les deux questions qui nous ont bloqués pratiquement depuis hier, à savoir le problème de souveraineté, prééminent, tout ce qu'on veut, et ensuite le problème d'élaboration d'une constitution, dire que pour ce qui me concerne, je maintiens ce que j'ai dit hier en disant que le médecin d'abord le règlement intérieur ne le gère pas du tout, mais que j'avais une autre préférence juridiquement. Et je pense que ça ne gère personne. Deuxièmement, sur la question d'élaboration d'une constitution, le jour où le chef de l'État nous a installés, après nous avoir installés, il nous a reçus. Et la question que vous voulez aller lui poser par une délégation, nous l'avons posée au-delà même de son discours pour avoir précision. Il nous a dit, vous avez les mains libres, complètement libres. Si vous voulez rédiger une constitution, rédigez-la. Si vous voulez une constitution, rédigez-la. Si vous voulez prenez les modèles de constitution qu'il y a dans la région et voyez s'il y a des éléments qui peuvent vous être utiles dedans. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, demandez. Donc, moi je dis, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi nous n'avons pas rédigé une constitution. Pour deux raisons. La première raison, nous avons passé tout notre temps à la question de quota, qui vient, qui ne vient pas, et comment ça vient. Je commence à comprendre pourquoi il y a la guerre des quotas de façon de répondre avant. J'en ai la confirmation dans la salle, et le mot opportun, je dirai ce que j'ai à dire dessus. Nous avons passé, tout chacun est ici pour s'exprimer. J'ai combattu à ma manière la monopolisation du terre de vie. J'ai des témoins qui sont collègues de télévision, y compris sur le terre de vie. Je dis, je répète, j'ai combattu la monopolisation du terre de vie. Je n'ai pas choisi la monopolisation. Je combattais demain toute autre monopolisation que je vois déjà s'élever dans cette salle. Les gens sont témoins dans cette salle. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai choisi ma foi et ma méthode, qui est complètement différente de certaines autres méthodes. Je me mener silencieusement, patiemment, fermement mon combat. Bien sûr, donc, quand je parle, on me laisse m'exprimer. Je ne dois pas m'exprimer. Par conséquent, nous avons toute liberté de rédiger une constitution. Mais j'ai dit, nous n'avons plus versé dans nos débats un projet de constitution pour deux raisons. Une question pratique. La question de quota nous a absorbé. Nous avons perdu la relation. Non, c'est parce que non, ça va clarifier. Non, monsieur le Président. Vous nous posez la question de savoir, en tout cas au moins trois questions, de savoir que deviendront les résultats de nos travaux. Monsieur le Président, la réponse se trouve dans notre discours d'ouverture. En effet, il a été dit clairement, noir sur blanc, que les travaux, les résultats de vos travaux, qui devraient normalement déboucher sur un consensus national, constituerait le document de base à exploiter pour élaborer la nouvelle constitution. Donc, et nous venons nous dire, ce n'est pas le chef de l'État actuel qui va élaborer la constitution. En votre sein, si vous voulez aller vite et bien constituer une commission nationale, mais si vous vous transformez
transformer par proclamation en une assemblée constituante, on ne vous prendra pas au sérieux. Car la convocation de cette présente conférence n'a été décidée que par décision. Nous n'avions même pas encore signé le décret. Donc, la convocation de la présente conférence est légitime aux yeux du peuple béninois, aux yeux des peuples d'Afrique et du monde. Et c'est pourquoi tous les yeux sont couverts vers vous. Nous avons répondu les deux questions. Vous pouvez même aller plus loin. Rien ne vous empêche, comme nous l'avons fait, nous, en ce qui concerne le suivi d'application de notre programme d'ajustement, de la transition. Pour nous, que signifie la transition? Nous pouvons aller même très loin. Si vous voulez, dès maintenant et à la fin, que nous prenions des décisions à vie pour vous prouver votre bonne foi par la norme. Mais nous pouvons procéder à un remaniement ministériel. Mais ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas applicable, à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, c'est de croire que le gouvernement actuel est démissionnaire, ou il va démissionner à la fin de vos travaux. Et sa réponse, il y en a deux qui sont claires. La première, c'est que cette assemblée, selon vous, est habilitée à désigner une commission nationale pour rédiger un projet de constitution à partir des résultats de la conférence et de toute proposition qui viendrait des différentes sensibilités politiques. Deuxième chose qui est claire, cette assemblée est habilitée à mettre sur pied une commission de suivi pour poursuivre l'exécution des travaux de la conférence. C'est bien ça. Ce qui est moins précis, c'est ce qui concerne la question sur la période transitoire. La période transitoire finira avec les élections du nouveau régime. Si vous dites 6 mois, 3 mois, 4 mois, alors que vous ne déposez pas la Constitution, cela signifie quoi? Nous avons été même loin avec des propositions concrètes. Nous avions dit que pour vous prouver notre bonne foi, si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas démissionne. Monsieur le Président, il faut éviter coûte que coûte les dérapages. Parce que tout acte inconséquent qui sera pris par cette commission nationale, ça va se répéter dans le temps et dans l'espace. Il s'agira seulement que certains se décident d'aller au marché dans les pays voisins et que d'autres commencent à s'agiter sur le terrain. On va dire,
Une conférence nationale regroupant encore toutes les sensibilités. Et on dira au président élu démissionne. Les précédents, si nous voulons la stabilité, la paix dans ce pays, cette fois-ci, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne vous pressez pas. Si vous voulez fixer le délai de la transition, mais nous disons, sans adoption par référendum de la Constitution, sans élection présidentielle, sans élection législative, nous sommes toujours dans la transition. C'est clair, Monsieur le Président? Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous vous remercions. Le Saint-Esprit est effectivement avec nous. De retour sur ce plateau, je suis toujours en compagnie du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Après cette séquence, déjà, une question quelque peu anecdotique. Est-ce que dans cette séquence, Mathieu Kérékou, vous avez l'impression qu'il a convaincu? Je disais tout à l'heure, avant la reprise, que c'était une séance où il a repris la main. Hein? Ce Mathieu Kérékou que vous avez vu, qui va sortir de la salle, presque sur les ovations des participants, n'était plus le même qui a prononcé le discours d'ouverture. Et ce Mathieu Kérékou n'était d'autant plus le même qu'il n'a même pas retouché réellement à son discours d'ouverture. Il a parlé, on lui a posé des questions sur lesquelles il aurait dû s'accrocher. Nulle part il n'a dit charte d'union nationale là. Et pourtant c'était ça qu'il avait dit dans le discours d'ouverture. En fait, c'était Mathieu Kérékou, stratège, qui a suivi les débats de bout en bout, qui a compris où ils allaient et qui leur a donné la réponse. Mais en gardant en main, lui, ses armes, ses jokers. Et le joker, il a sorti à la fin. C'est-à-dire, oui, vous pouvez tout faire. On peut tout faire. Mais la transition, il n'y aura pas de transition sans constitution. Il sait qu'on aurait dit une constitution en 2 jours. Oui. Et il a dit constitution soumise au référendum. Donc il connaît, donc il faut un temps pour ça. Ce temps-là ne peut pas se faire sans lui. C'est là qu'il a dit. Donc, nous, on est encore en transition. Comment il n'imagine pas la transition sans lui. Alors les gens étaient dans un dégagisme en arrivant. Ouais. Il faut qu'il quitte. Qu'il le balaye. Lui dit non, il n'y a pas de transition sans. Il n'y a pas de nouveau régime sans constitution. Donc, vous voyez déjà, il les a projetés déjà dans l'après. Maintenant, dans l'après, vous pouvez former une commission pour faire le suivi des travaux. Ça, c'est l'après, ça. Ouais. Vous pouvez former une commission, mais vous ne pouvez pas vous transformer en une constituante parce que vous ne regardez personne. En fait, c'est ça qu'il dit. Cette conférence est convoquée par décision et non pas décret. Parce que, je vous l'ai dit, le décret a été signé finalement. Parce que ça a ameuté les gros juristes
Mais justement sur cette séquence, parce que les applaudissements ont varié, en tout cas l'intensité. Quand il a dit cela, on a senti un froid dessus. Oui. Certains ne l'ont pas ressenti comme une menace, c'est-à-dire que bon, je peux l'annuler à tout moment. Justement, mais c'est exactement ça. Là où les applaudissements sont timides, c'est quand il a dit qu'il va faire remaniement. Oui. Les gars ne sont pas dans la théorie de remaniement, les gens étaient dans la théorie de le balayer et de gouvernement. Pour d'autres, quand il dit remaniement, il dit, ça c'est du rafistolage, c'est pas de ça qu'on a besoin. Donc, premier temps. Ensuite, quand il a parlé encore d'autres choses, et je pense qu'il a parlé d'autres sujets, c'était encore un applaudissement timide, parce que les gens voulaient clairement, quand il a parlé de l'Assemblée constituante, il disait que donc voilà. Donc, mais en clair, ce que disait Mathieu Kérékou, qui est cohérent, et que nous, ouais, il a dit, ne nous demandez pas de démissionner. Oui. Parce que il suffit simplement que quelqu'un aille là, oui, que des gens soient là. Donc, et que ça se répète dans le temps. Quelqu'un qui aille là, oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les exilés. Les exilés, oui. Et qu'on dise maintenant, conférence nationale. Et qu'on demande à ceux qui sont là, démissionne. Aujourd'hui, on dit plutôt assise nationale. Exactement. Oui. Vous voyez, Kérékou visionnaire. Visionnaire. Ceux qui sont là aujourd'hui, certains qui faisaient Mercredi Rouge, réclamaient de l'assise nationale. Abodiaï ne voulait pas, a tenu. Il a tenté d'organiser une séance en 2011 après la présidentielle, confiée à Albert Sévouégré, qui était presque prêt pour lancer les assises. Lorsque Bodiaï, à qui, je ne sais pas quelle mouche, on lui a dit, fais attention parce que les gens veulent te prendre ton pouvoir et donner la coupe à qui. En fait, ils se disent, aux assises nationales, on va demander que le président de la République décharge ses fonctions de tous les jours sur un premier ministre dont le profil conduit à y passer à Yannick Kouaki. C'est comme ça qu'on a filé à Yahi et il s'est braqué et il demande à Elegbe de convoquer Tévouégré arrive, il lui dit, bon voilà, doyen, le patron a dit de ce soir à l'organisation. Pendant ce temps, le patron, lui, était dans l'avion pour aller en Chine. Voilà comment il a tué le forum sur le succès patriotique, je ne sais pas comment on l'appelait, en 2011, n'a plus eu lieu parce qu'on lui a dit à Yahi, ils veulent te piquer ton pouvoir. Alors, quand je vois les mêmes demander aujourd'hui, ceux qui ont demandé ça hier sont au pouvoir. Ceux qui demandent ça aujourd'hui, c'est ceux qui devraient l'organiser hier et qui refusent. Et maintenant, ils disent assise nationale, assise nationale, assise nationale. Ils étaient en position de l'organiser. Ceux qui sont là aujourd'hui, au moins, ont organisé le dialogue politique. C'est beaucoup. Au regard de notre pays. C'est beaucoup. Aussitôt après les élections de 2019, de convoquer. Mais les gens qui ont refusé auraient pu venir poser le problème de ce qu'ils appellent exilés. Peut-être ça aurait parce que ce que le FCBE actuel en fait, ça a permis d'écouter et de régler quelques petits problèmes liés au code électoral où on peut encore avoir quelques jours pour aller. Donc, si vous n'allez pas, vous ne pouvez pas. Mais n'allez pas prendre des décisions qui demain vont créer des situations qu'on ne peut pas gérer. Le dialogue national, c'est la première fois dans un État, chez nous ici, où on organise des choses sans aucune pression. Ça demande de quelqu'un une telle rencontre. Par le gouvernement. Avec la possibilité pour les acteurs politiques de se parler. Celui qui fait la chaise vide, Donc pour avoir réponse aujourd'hui, si on vient en vient pour avoir réponse aujourd'hui à cette demande d'assise nationale, il faut remonter à cette séquence de Kérékou. Et sa réponse, c'est-à-dire que si on le fait une fois, on le fera encore, on en fera tout le temps. Si on démissionne, celui qui est au pouvoir. Si on démissionne l'homme qui est au pouvoir alors qu'il n'y a pas eu élection, on ne peut pas décapiter un État. On ne peut pas décapiter un État. L'État, c'est, comme on l'a dit, un territoire, une population et un pouvoir. Mais si le pouvoir est gagné par qui? Par le chef d'État, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Quand on vous dit ça, c'est un homme qui n'est plus lui-même, c'est une institution. Donc, quelque chose que dit Mathieu Kérékou, ne me regardez pas comme l'individu Kérékou, mais vous parlez à celui qui incarne l'État. Et donc, respectez ça. On ne peut le remplacer que par élection. Évidemment, il avait le beau rôle, c'est lui qui est là. Et donc, il veut se légitimer. Et il va se légitimer par cette rencontre. Donc, ce qu'il disait, le concernant, mais c'était une leçon sur la théorie de l'État qu'il leur faisait. Et donc, aujourd'hui, quand vous entendez tout le monde dire dialogue national, assise nationale, méthode nationale, un pouvoir politique est en place.
Et nous n'étions pas dans la banqueroute de 89-90. Quelqu'un reviendra pour le dire. Si on arrive à avoir la bonne séquence le 26 prochain, le lundi, vous verrez. Il est revenu pour dire ça. S'il n'y avait pas de difficultés économiques, on ne serait pas là. La séquence où il a interpellé Soglo. Exactement. Cette rencontre a été convoquée parce que nous sommes bloqués financièrement. Non, nous n'avons aucun problème. C'est ce qu'il disait. Donc aujourd'hui, on peut dire la même chose. Pourquoi il y a des assises nationales? Il y a des débats. Moi, je lis sur les réseaux sociaux, le pays dans l'impasse, vraiment face à l'impasse actuelle, mais il n'y a pas d'impasse. La démocratie, c'est exactement ça. C'est un peu le mix de l'inconnu et de la réalité. C'est-à-dire, c'est le combat permanent. C'est l'adversité entre celui qui est là, entre ceux qui veulent prendre sa place, ceux qui veulent qu'il parte, ceux pour qui sa tête dérange. Bref, c'est tout ce monde-là. C'est ça, celui qui est là. Donc, la démocratie, ce n'est pas le fleuve tranquille dans lequel tout le monde baigne et baigne. Voilà, donc, assise, on n'a pas besoin d'assise. Est-ce qu'il faut penser que notre constitution a un problème? Moi, je ne l'aime pas, parce que je trouve que c'est une constitution à réaction, et qu'on devrait passer déjà à une autre république pour oublier la phase PPB. Déjà à réaction contre Kérékou. Contre Kérékou, exactement, et contre le parti unique. Et donc, les gens n'ont pas, ils ont mis trop de droits, ils n'ont pas accordé ce genre de place au devoir. Or, les deux doivent être mixés convenablement. Pour regarder, seulement devoirs on a mis, c'est l'article 34 ou 35, mais on n'a pas mis sous peine 2. Les articles 34 et 35 n'ont pas mis sous peine 2. C'est bien que la Cour constate que vous avez violé l'article 34, vous avez violé l'article 35. Oui, allez. Donc, ça vous dit que cette séquence de Mathieu Kérékou, elle est prophétique. Et il faut, on n'en a pas suffisamment parlé. Les gens ont regardé, ont passé, ne nous disent pas démission. Oui, opportunément, ça l'arrange. Pas du tout. N'oubliez pas, lui, c'est un militaire. Oui. Un militaire qui déserte le combat. Il doit être le tout dernier à quitter le front normalement. Surtout que toute la troupe est encore derrière. La troupe, exactement. Donc lui, c'est un général. Et il a dit vers la fin aussi de la conférence nationale. Il y a ça. C'est un homme qui a fini par, disons, appréhender la théorie de l'État et à comprendre le rôle d'un chef d'État. C'est un chrétien, enfin, c'est quelqu'un, un croyant, voilà. C'est un croyant qui connaît la place de Dieu. Et si je le dis, c'est pas pour ceux qui veulent comprendre, comprendront, hein, dans le devenir. Et que rien ne peut être brutal s'il n'est pas construit par une intelligence ailleurs. Il ne peut pas avoir de nouveau régime sans une constitution adoptée par référendum, et après il y aura les élections présidentielles. Voilà, le chemin est tout tracé. Voilà. Alors, vous venez de parler de Dieu. Est-ce que sa dernière phrase sur l'Esprit Saint, c'était une boutade ou simplement il était déjà pasteur à ce moment-là? Non, il n'était pas pasteur. Par contre, c'est quoi être un croyant? N'oubliez pas, il est de l'Atakora, et lui-même l'a dit, que l'Atakora s'est pénétré par le christianisme. Par le christianisme, et Kérékou a eu cet enseignement très jeune. Et donc, il n'est pas, pendant la Révolution, on a fait la chasse à tout, mais celui à qui il ouvrait toujours les portes, c'est à l'Église catholique. C'est à l'Église catholique. Le cardinal Bernard Ganti ne peut pas rentrer dans ce pays sans faire un tour au palais pour lui dire je suis là. En voulant retourner à Rome, il faisait un tour, je repars. Donc entre les deux déjà, il y avait déjà cette confiance, cette atmosphère de confiance qui a beaucoup joué sur la suite. Le pape est venu en pleine révolution, 82, dans des conditions difficiles au Bénin. C'est pas sans l'œuvre de Ganti. Et après, le Kérékou qui a des relents de chrétiens a géré son État, même s'il était un pouvoir unique de monopole. C'est pas le pire que la sauce des jeunes sur l'Afrique a connu. Donc, il est accessible, il est disons, comment on peut dire ça? Pénétré. Il est sensible. Hein, à l'homme de Dieu. Et le fait qu'on ait pris un Monseigneur de Souza comme président de la conférence, qui lui-même incarnait une certaine sérénité. Ça aurait pu être Monseigneur Sastre, vers son âme, vers leurs âmes. Donc, avec Monseigneur Sastre, peut-être que ça n'aurait pas été le même. L'autre un peu plus bouillant, un peu plus vif. Lui, celui-ci peut atteindre les mêmes résultats que l'autre, avec une méthode différente. Hein? Une certaine condescendance, un calme,
Et il assène son gouvernement, comment il a repris la parole à Maître Robert Dossou. Oui. Voilà. Il lui a donné, il a dit pour une explication. Oui. Et il a laissé développer après. C'est un peu ce modérateur. Même en résumant les réponses aux questions de Kérékou, il a essayé quelque peu de faire l'équilibre. C'est ce modérateur qui a charmé Kérékou. Et donc, il sait que c'est l'homme de Dieu. Il a dit plusieurs fois. Donc, le Saint-Esprit est avec nous. Ça veut dire que, bon, est-ce que la lumière est revenue? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le feu. C'est la lumière. Donc, est-ce que le Saint-Esprit est avec nous? Est-ce qu'on s'est compris? Voilà. Bon, après que je vous ai parlé. Oui, bien sûr. Mais c'est lui. Il apporte la lumière. Enfin, il apporte. Est-ce que je vous ai apporté ma lumière? Exactement. Donc, ce jour était un peu ça. Donc, vous voyez un peu l'orientation. Les Béninois, ces séquences devraient être rejouées pour que les gens comprennent que nous n'inventons rien et qu'on a besoin d'aucune assise aujourd'hui parce que l'État est en place. L'État Bouniaï était en place et l'État Patrice Talon est aujourd'hui en place. Demain, c'est l'État de quelqu'un d'autre parce qu'il aurait été élu régulièrement qui serait en place. Et lui décidera de rencontrer qui il veut rencontrer, quand il veut le rencontrer. Mais on ne peut pas lui imposer de faire une assise parce que quelqu'un est dehors, parce qu'il est dedans. Il y a des gens qui se font juger au Bénin. Peut-être pas de injustement. Quand tu vas dehors, c'est vrai, tu te dis exil volontaire. C'est logique quand tu as peur. Mais après, bon, c'est logique, mais on ne peut pas toujours demander à l'État de faire des mesures d'exception. Donc voilà un peu, en réalité, on est en plein dans l'État. Et c'est des choix. Parfois, tout est urgent, tout est nécessaire, tout est humain, mais il faut faire des choix. On ne peut pas faire des assises nationales tout le temps. Très rapidement, fini sur la prééminence des constitutionnalistes. On a vu le professeur Aranzo Clélès se prononcer là-dessus. Déjà, se prévaloir, on peut le dire légitimement, des constitutions passées, de celle de 60, si j'ai bonne mémoire. Oui, la constitution qui a enfin, avant celle de 72. Exactement, oui. C'est la charte du conseil présidentiel. Mais avant ça, il y avait la constitution dont les élections ne sont pas allées au bout. Oui. Les élections qui devraient se dérouler début 70 et qui ont versé dans les bains de sang et on a que le directoire militaire a dû abandonner, a dû arrêter. Il a rappelé qu'il en était, ils en étaient les rédacteurs et donc il devrait être au cœur. Il ne l'a pas, il a fait dire insidieusement. Donc, en fait, la prééminence des constitutionnalistes était déjà marquée à cette époque. On va dire depuis depuis les indépendances de ce pays. Oui, vous l'avez dit, à notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes, sinon vous avez vu cette séquence. Ce qui, selon nous, n'est pas tolérable. À notre avis, puisque nous ne sommes pas juristes. Pas tolérable et applicable. Et applicable, voilà. C'est qu'on pense que ce gouvernement-là est démissionné ou va démissionner à la fin de vos travaux. Voyez, en fait, là également, cette séquence, il faut la prendre. Et ça rejoint ce dont vous parlez. Oui. En réalité, nous avons une sorte de fixation. Et c'est mauvais. Une constitution, ce n'est pas le constitutionnaliste. Le constitutionnaliste, c'est comme l'architecte de la constitution. Mais il n'est pas. Est-ce que pour construire une maison, l'architecte est le seul qui doit réfléchir? Ce n'est pas à lui qu'on fait appel. L'architecte, il est dans la forme. C'est quand vous avez, c'est celui qui, quand veut construire chez lui, va dire bon, voilà ma terre. Voilà le nombre d'enfants que j'ai, voilà les visiteurs, si je veux les rencontrer, voilà, vous allez dire, et maintenant l'architecte met en forme et vous faites une proposition, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, ici, en Afrique, on fait trop de fixations sur les juristes et sur les politiques. Une constitution, on a besoin d'économistes pour équilibrer, c'est l'économie libérale, c'est choix, on a besoin de sociologues, on a besoin d'historiens pour faire le... Mais, vous voyez, et c'est quand tout ce monde-là a fini d'opiner sur le modèle qu'il nous faut que le constitutionnel, lui, il entre en jeu. Oui. Parce que lui va dire, bon, si c'est ça que vous voulez, il nous faut tel régime. Et il explique. Mais, de chef, on amène les juristes qui eux-mêmes définissent le régime. Après, c'est un peu calé comme ça va là. Bavardage, on se mélange, on ne sait pas si on est dans un régime présidentialiste. On crée des institutions, on dit c'est contre pouvoir, mais on donne toute la même chose d'État de nommer les membres. Et on dit après que il fait même bas sur les institutions. Bref, en réalité, on fait son propre lit et on dit qu'il y a du sable, que le drap sent. On dit attends, mais qui vous a fait le lit? En réalité, c'est un peu ça. Donc, la constitution la constitution n'est pas l'apanage des constitutionnalistes. Et la Cour constitutionnelle ne devrait pas être l'apanage des... Tout temps que la fonction qu'elle elle devait s'ouvrir, pas à une personnalité, mais on devait avoir un sociologue de haut rang et un historien.
On devrait les avoir, obligatoire. Ça, ces fonctions sont obligatoires, normalement, parce qu'il faut questionner les pratiques. Il faut questionner beaucoup de choses. On ne les questionne pas. Les constitutionnalistes sont très, c'est comme je dis toujours, les constitutionnalistes, c'est l'architecte de la Constitution. Mais ce n'est pas les vrais responsables d'une Constitution, les vraies personnes dont on a besoin, ce n'est pas le constitutionnaliste lui-même. Après, quand les gens ont dit ce qu'ils veulent, le constitutionnel lui vient pour mettre ça. Et pourtant, lui, il est l'architecte, mais il n'est pas celui qui pense, celui qui modèle. Ce n'est pas lui qui imagine le modèle. Le modèle est prédéfini par les habitants, donc par les grands, ceux qui représentent un peu les populations, qui peuvent lire l'histoire, qui peuvent lire les comportements et autres, voilà un peu. Donc, mais bon, on a pris ce défaut et si bien qu'on voit. Les constitutionnalistes, eux, ils ont ceux de 90 ont fait de bon travail quand même, hein. Notre régime, comme je dis toujours, au moins au niveau de la stabilité. Après, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment expliqué aux gens et qu'eux-mêmes se contredisent quand ils ne sont pas aux affaires. C'est tout. Le problème de 90. Il va falloir peut-être qu'on trouve un temps pour revenir vraiment sur notre constitution. C'est une belle constitution. Quelques incohérences ici ou là qu'on peut expliquer, une prééminence de la Cour constitutionnelle qu'il faut essayer de moduler. Et puis bon, moi je trouve que, ou bien, parce qu'à la Cour constitutionnelle, on a créé une sorte on a fait un fétiche un peu trop omnipotent et c'est ça qui dérange les autres. Alors que je pense qu'on peut partager le pouvoir de la Cour constitutionnelle sans affaiblir la stabilité, sans affaiblir l'institution et évacuer une des institutions comme la Haute Cour de justice et le Conseil communautaire social pour moi qui doit être un peu la dernière chambre législative en principe. Voilà. Merci à Agapit Napoléon Mafourican. Nous sommes tenus par le temps. Je pense qu'on a fait le tour. On se donne rendez-vous demain. Oui, c'est pour dire que dès le 21, les choses ne sont plus comme avant. Il a tracé le chemin. On peut considérer que ça n'a pas eu du 21 que la conférence a On peut considérer que ça n'a pas eu du 21 que la conférence. Enfin, au moment où on a mis en place le présidium, que la conférence a commencé. Mais après ce 21, je pense qu'elle a atteint sa vitale de croisière. Et vous allez voir, il a refusé l'Assemblée constituante. Il a parlé de commission. On peut mettre en place une commission spéciale pour suivre la mise en œuvre des travaux. Il a parlé de période de transition. Très bien, les gens vont le prendre au bout. Mais il lui donne un rendez-vous dimanche 25 février. On va revenir. Voilà. Merci à Agapit Napoléon Mafourican. Bien évidemment, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Mais ne quittez pas votre position, bien évidemment, on est mercredi. Le forum politique du mercredi va suivre dans quelques instants, le temps que nos invités s'installent.